Bienvenue au Palais des Beaux-Arts de Lille pour l'exposition La Forêt Magique qui se tient au musée dans le cadre de la nouvelle saison de Lille 3000, Utopia, et qui nous parle des rapports de l'homme avec son environnement et notamment avec le vivant non humain, les animaux, mais aussi la nature, les arbres et la forêt. Alors l'exposition La Forêt Magique au départ est je dirais presque une commande, puisque c'est cette saison de Lille 3000, nouvelle saison qui se tient donc dans Lille, sa métropole et plus largement la région, a trait donc au rapport de l'homme avec son environnement et notamment le monde animal et le monde végétal. Et à partir de cette suggestion, avec Régis Cotentin, donc également co-commissaire de l'exposition, nous avons imaginé le projet La Forêt Magique. L'idée, elle est venue, je crois, plutôt pour ce qui me concerne, d'un parcours qui me conduisait à ce sujet, puisque j'ai frôlé, esquissé des forêts et des forêts magiques au cours de plusieurs expositions. La forêt magique, c'est un titre, mais qui recouvre plus largement une question autour du rapport que nous entretenons avec la forêt, et je dirais plutôt même le rapport qu'entretiennent les artistes avec la forêt et l'arbre. Ont-ils eu une intuition de l'importance de la forêt? Voilà le propos de l'exposition. Quand nous avons, avec Régis Cotentin, commencé à monter l'exposition, assez rapidement est apparue la limite de nos compétences sur la connaissance scientifique de la forêt et de l'arbre. Il y a toute une série de spécialistes et on butait, en qualité d'historien de l'art, on butait sur le sujet, notamment parce que nous voulions aussi qu'il y ait une approche, je dirais, plus environnementale de l'histoire de l'art, et pas seulement une histoire du paysage ou de la représentation de la forêt. Et donc très tôt, on a fait appel à des botanistes, des écologues, et notamment de la ville de Lille. Il y a une direction nature en ville à Lille, il y a aussi des arbres en ville et des parcs, et ce sont eux qui nous ont accompagnés tout au long de l'exposition, en complétant notre propre discours avec le discours d'écologues, de botanistes, donc un discours plus proche des arbres, de la forêt et aussi de l'écologie. Bonjour, je suis Cédric Devigne, je suis chargé de mission à la ville de Lille, à la direction nature en ville de la ville. Et donc l'objectif de cette direction, c'est de s'occuper des parcs et jardins de la ville, de la végétalisation de la ville, des arbres de la ville et d'améliorer l'accueil de la biodiversité. Donc comment on a été inclus dans la préparation de l'exposition? Donc en fait c'est Bruno Girbeau qui nous a contacté, la direction Nature en Ville, pour commenter en fait certaines œuvres de l'exposition avec un regard d'écologue, un regard de botaniste, un regard de paysagiste ou d'arboriste, donc les spécialistes des arbres. Donc du coup on s'est réunis à 4-5 collègues pour voir quelles sont les œuvres qui nous interpellaient. Et chacun on a eu notre regard un peu spécifique, avec toujours la volonté de vouloir faire passer des messages à la fois sur notre métier et également sur les enjeux écologiques mondiaux, mais aussi très locaux à l'échelle de la ville par exemple. Dans les œuvres coup de cœur, de manière personnelle, j'étais plus facilement attiré pour commenter ou en tout cas intervenir sur des œuvres plus contemporaines. J'ai un regard un petit peu difficile avec l'art, donc c'est plus facile pour les œuvres contemporaines pour moi. Mais après, en fait, en regardant les différentes œuvres, je me suis dit, il y a possibilité de dire ça sur cette œuvre-là, donc j'y suis rentré progressivement. Je vais plus facilement dans les musées d'histoire naturelle, par exemple, que dans les musées d'art. L'œuvre devant laquelle nous nous trouvons, donc qui est dans la première section, qui s'appelle L'arbre qui cache la forêt, est un tableau de Théodore Rousseau. Je pourrais vous présenter le tableau de deux façons. La première, celle dont ont l'habitude les historiens de l'art, qui sera de dire, voilà, Théodore Rousseau, un des grands représentants de l'école de Barbizon, fameuse école qui s'installe dans les années 1820-1830 dans la forêt de Fontainebleau, au point de même pour certains, dont Théodore Rousseau, d'y vivre, dans le village de Barbizon, et qui va donner ce nom à cette école de paysage. Voilà, donc c'est un tableau qui représente un sous-bois dans la forêt de Fontainebleau. Ça, c'est la version historien de l'art. Et une autre version qui était importante aussi dans cette exposition, c'est que Théodore Rousseau n'est pas qu'un peintre. C'est probablement le premier militant et premier défenseur de la forêt, puisqu'il va, à force de lobbying, avec certains de ses confrères de l'école de Barbizon, il va obtenir la première protection au monde d'une forêt.
puisque un décret en 1861, grâce à son travail de sape et de lobbying, un décret va protéger 1000 hectares de la forêt de Fontainebleau. C'est la première fois au monde qu'on protège une réserve, alors qu'on va qualifier d'ailleurs à l'époque de réserve plutôt artistique, comme une sorte de sujet à peindre, mais plutôt pour Rousseau c'est beaucoup plus que ça. Il a conscience, parce qu'il vit pratiquement au milieu des arbres, que la forêt a une importance. Il a conscience aussi, c'est un moment crucial dans l'histoire de l'Europe et du monde, de la naissance de l'industrialisation en Angleterre puis en France, et que le monde est en train de basculer, qu'on est en train de déforester de façon radicale et que quelque chose est en train de disparaître. Donc il a cette intuition, et donc on peut qualifier Théodore Rousseau pratiquement de premier écologiste de France avant même que le mot d'écologie n'existe. Je vais vous présenter une œuvre du premier millénaire avant Jésus-Christ qui a été prêtée par le Louvre pour cette exposition. Alors pourquoi je vous présente cette œuvre-là? C'est parce que ça représente un palmier, ou en tout cas un morceau de palmier. Pour une exposition sur la forêt, ça m'a un peu surpris parce que le palmier n'est pas un arbre. Le palmier, c'est une plante. En fait, il n'y a pas de structure ligneuse. Son tronc, entre guillemets, s'appelle en fait un stipe. Et donc c'est le nom, je ne peux pas le définir plus que ça, et qui est constitué uniquement de la base des feuilles qui restent. En fait, les feuilles tombent au fur et à mesure, et on obtient ce stipe. Et donc quand vous voyez un palmier, vous ne contemplez pas un arbre. Donc dans une exposition sur la forêt, je trouvais que c'était l'originalité qui était intéressante à présenter ici. Alors, nous sommes rentrés dans la seconde section de l'exposition, donc le bois sacré, donc toute la dimension religieuse de la forêt ou de l'arbre. Et l'exemple devant lequel nous sommes est un tableau de Félix Régamey, un tableau de 1878, et qui représente un figuier des pagodes, un de ces figuiers qu'on plantait à côté des pagodes, et donc plutôt dans des sites sacrés. Et c'est le figuier sur le site à l'époque de Ceylan et aujourd'hui le Sri Lanka, l'arbre du Bouddha Sakyamuni. Vous savez que celui qui s'apprête à devenir Bouddha va faire l'expérience de l'éveil, donc une sorte de révélation, sous un figuier. Alors pas celui-ci, mais je dirais son grand frère, qui se trouve toujours en Inde et qui est un des lieux les plus sacrés de l'Inde, et sous lequel le Bouddha va connaître l'éveil. Et donc cet arbre est un arbre que peint Régamey alors qu'il accompagne Émile Guimet, le fameux Guimet qui créera le musée des arts asiatiques de Paris. Et ils font un périple à travers l'Asie qui va les conduire évidemment au Japon, en Chine, et ils finissent leur voyage par l'Inde et par Ceylan, donc l'actuel Sri Lanka, et Régamey, ils vont aller dans ce sanctuaire bouddhique de Kandy, dans lequel donc Régamey va peindre ce figuier. C'est important, donc voilà, un arbre va être un élément associé à un élément important de la vie de Bouddha. C'est un figuier, alors le figuier des pagodes, c'est son nom commun, ça s'appelle un pipal. Voilà, donc c'est un arbre qui peut vivre plusieurs centaines d'années. Cet arbre existe toujours, et c'est un arbre qu'on reconnaît parce qu'il a des feuilles, de grandes feuilles en forme de cœur, avec une terminaison, une sorte de pistil. Voilà, donc un arbre avec une dimension religieuse, un arbre qu'on protège, une zone sanctuarisée qui, d'une certaine façon, va être peut-être une forme inconsciente de protection de la forêt et de l'arbre. Donc je vais vous parler d'une œuvre de Jan Bruegel de Velours qui présente en fait Saint Jérôme qui s'abrite en fait. Et donc ce qui m'a intéressé dans l'œuvre, c'est déjà parce qu'il faut se rapprocher de l'œuvre. Donc pour vraiment voir le détail, il faut le décrypter, et on voit, parce qu'on est aussi un peu aidé par le cartel, mais aussi en regardant, on voit qu'effectivement à un moment donné, Saint Jérôme est représenté accroupi, j'aurais tendance à dire, abrité par la nature, par la végétation. Et donc moi ça m'a interpellé parce que
L'enjeu en écologie urbaine à l'heure actuelle, donc avec mon regard d'écologue, en fait, c'est justement le contraire. En fait, c'est maintenant on a une responsabilité, c'est d'abriter la nature, donc d'abriter la végétation. Donc il y avait toute une époque où on s'abritait d'elle, et à l'heure actuelle, dans les villes qui se densifient de plus en plus, il y a réellement un enjeu de faire rentrer la nature en ville de la meilleure des manières, pas n'importe quelle nature, et de manière à ce qu'il y ait une cohabitation entre les organismes vivants qui peuvent potentiellement être facteurs de nuisance, mais nuisance avec nos regards d'humains. Donc c'est tout l'enjeu du métier en écologie urbaine et donc de la direction nature en ville, de travailler là-dessus pour sensibiliser et aménager la ville de la meilleure des manières. Par exemple, pour aménager la ville pour accueillir la biodiversité, on va aménager des abris pour les hérissons qu'on va disséminer dans les différents endroits pour qu'ils puissent passer d'un abri à un autre, ou en tout cas qu'il y ait plusieurs possibilités d'abris. On va aménager des gîtes à oiseaux, différents types d'oiseaux, des mésanges, des hirondelles. Là, à la ville de Lille, on a une volonté d'installer des écuroducs. Bon, pour que les écureuils puissent passer au-dessus de la Deule et passer d'un endroit forestier à un autre. Donc on devrait en installer 4 dans l'année qui arrive. Donc ça, c'est des projets qui sont un peu ambitieux parce que ça demande un peu de technique. Et puis dans les essences de végétation, là par contre, il y a des grosses réflexions parce qu'on veut absolument qu'il y ait le respect du végétal local. Donc on insiste beaucoup pour que les semences soient locales, mais en même temps on est conscient qu'avec le réchauffement climatique, il va y avoir des essences qui ne seront pas nécessairement encore adaptées à la ville et à nos climats du Nord, et donc potentiellement le végétal local peut s'élargir un petit peu en acceptant de planter des essences plutôt méditerranéennes, comme le chêne vert par exemple, qu'on retrouve plutôt dans le bassin méditerranéen. Donc voilà, il y a certains questionnements aussi par rapport à des choses que l'on souhaite pour privilégier la biodiversité locale et ce qu'il faut aménager pour privilégier une biodiversité pérenne. Voilà, nous avons maintenant pénétré au cœur de la forêt, la partie la plus sombre, pour évoquer la forêt hantée. Alors pourquoi avons-nous encore aujourd'hui, et depuis toute éternité, peur de la forêt? C'est qu'en gros, depuis le début, non pas de l'humanité, mais de la civilisation, les cités, les villes se sont construites contre les forêts. C'est-à-dire que la ville est le domaine où l'humain peut absolument tout contrôler. La forêt va rester le domaine, sorte de domaine repoussoir, dont la frontière est la lisière de la forêt, et au-delà duquel il n'y a plus de règles. Et on a deux attitudes à l'égard de la forêt, c'est soit on en a peur purement et simplement et on l'évite, soit on la réifie, c'est-à-dire on la transforme en une ressource, ce qui explique que depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, on déforeste, et plus on avance dans le temps, et plus on déforeste de façon rationnelle et efficace. Voilà. La forêt hantée, c'est aussi une forêt dans laquelle, paradoxalement, on peut se réfugier. Dans cette section, on a de nombreux tableaux, et plusieurs tableaux on pourrait qualifier, je dirais, ou de symbolistes ou un peu antérieurs, comme le tableau devant lequel nous sommes, qui s'appelle Les Lavandières de la nuit, qui est peint par le peintre, je vais qualifier de breton, Yann d'Argent, qu'il réalise en 1861. Que représente-t-il? C'est tiré en fait d'un recueil de nouvelles bretonnes d'Émile Souvestre, publié en 1844, qui s'appelle Le Foyer breton, et dans lequel il y a cette légende des lavandières de la nuit. Les lavandières de la nuit, ce sont des lavandières mortes qui viennent hanter les vivants, laver leur linceul et qui s'en prennent à tous les parjures, et notamment c'est l'homme qu'on aperçoit à la droite du tableau, Willem Postic, qui en sortant d'un café après avoir une nuit de débauche, rencontre les lavandières de la nuit qui vont en fait l'étreindre et le broyer jusqu'à la mort. On reconnaît aussi d'ailleurs au milieu de ces lavandières l'Ankou, qui est donc le messager de la mort pour les Bretons. Ce qui nous a intéressé, Régis Cotentin et moi-même, dans ce tableau, c'est évidemment l'environnement, les arbres qui bordent ce chemin, qui sont des arbres anthropomorphisés, mais des arbres effrayants. Et quand on connaît la date de ce tableau, 1861,
on peut retrouver la source qui a inspiré Yann d'Argent, c'est Gustave Doré. Gustave Doré publie au même moment L'Enfer de Dante, donc des gravures, des illustrations aussitôt célèbres, dans lesquelles on retrouve cette forêt ou ces arbres effrayants, anthropomorphisés, comme des êtres humains aux membres complètement torturés. Voilà, c'est cette dimension effrayante de la forêt que souligne ce tableau. Donc je vais vous présenter une œuvre qui s'appelle La forêt mystérieuse, qui a été peinte par William Degouve-Denac. Et en fait, cette œuvre-là, dans la direction Nature en Ville, quand on a regardé les différentes œuvres, en fait, ce qui nous a marqué, en fait, c'était la possibilité de parler de l'anastomose chez les végétaux. Donc l'anastomose, en fait, c'est la fusion d'organes entre des organes du même individu, entre les racines du même individu, entre les troncs d'un même individu, mais ça peut être aussi entre des individus différents. Donc des arbres qui sont proches peuvent très bien fusionner des racines par exemple, parfois avec des espèces différentes, mais c'est plus rare, c'est souvent avec les mêmes espèces, et ça permet d'échanger de l'eau, d'échanger des nutriments, du sucre, etc. Donc il y a une certaine forme d'entraide que l'on peut admirer dans la nature. Alors il y a un hiatus par rapport à ça, un problème, c'est que ça peut aussi favoriser l'échange de virus ou l'échange de pathogènes, comme quoi il n'y a pas que les humains avec le Covid, il y a aussi les végétaux qui peuvent être sujets à ce genre de dissémination. Mais on va retenir l'entraide, c'est plus positif. Donc par exemple dans la nature, les entraides ne sont pas uniquement sous forme d'anastomose, hein. On a aussi la pollinisation qui est assez courante, hein. La majorité des plantes à fleurs sont pollinisées grâce aux insectes. Et si on avait enfin pas uniquement des insectes d'ailleurs, mais une grosse partie d'insectes, des coléoptères, des lépidoptères, donc les papillons par exemple, peuvent polliniser. Il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent les plantes, donc c'est une forme d'entraide, hein, parce que la pollinisation permet aux végétaux de se perpétuer. Et nous, on a une responsabilité, c'est-à-dire qu'on a aussi une forme, on aide les végétaux dans les villes, hein, avec des formes d'aubanage, donc on les soutient, on les maintient pour qu'ils puissent durer le plus longtemps possible. Donc il y a aussi cette forme d'entraide, entre guillemets, je parle plutôt de notre responsabilité vis-à-vis de la nature. Donc nous sommes entrés dans la 4e section, la forêt enchantée. Les conteurs d'abord, les écrivains ont évidemment saisi très tôt cette dimension à la fois effrayante mais aussi merveilleuse de la forêt, puis les artistes ont tâché de l'illustrer. Le tableau devant lequel nous nous trouvons est d'un peintre français, je dirais plutôt d'un illustrateur français qui s'appelle Célestin Nanteuil, assez peu connu, un tableau du musée de Valenciennes, donc prêté par le musée des Beaux-Arts de Valenciennes, et qui représente un chasseur. Alors un chasseur, on va dire plutôt dans un costume troubadour, un costume de fantaisie du Moyen-Âge, voilà, qui s'est à l'issue de sa chasse, on voit quelques animaux morts qu'il a chassés, se repose, s'endort, et il y a cette apparition assez merveilleuse dans un rayon de lumière de 3, puis 4e femme qui apparaît. Alors de quoi s'agit-il ? Est-ce une véritable apparition pendant qu'il dort? Est-ce que c'est un songe? Est-ce que c'est un rêve érotique? Est-ce que c'est... Voilà, c'est en réalité peu importe, puisque ce que veut dire Nanteuil, qui est d'ailleurs par ailleurs un illustrateur de la période romantique proche de Victor Hugo, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les forêts, qui va beaucoup se promener alors autour de Paris, qui à ce moment-là est encore, puisqu'on est dans les années 1840, est encore entouré de forêts, et voilà, et qui a une connaissance intime de la forêt. Et ce que révèle Nanteuil, comme la plupart des tableaux qui sont dans cette section, c'est pas seulement l'aspect merveilleux du conte, c'est aussi, c'est une façon de nous dire, pour ces gens qui connaissent bien les forêts, et d'ailleurs pour certains même, comme les peintres de Ferry anglais, qui sont pratiquement des botanistes, que ce qui est merveilleux dans la forêt, c'est cet équilibre incroyable qu'on appellera aujourd'hui un écosystème, et qui en lui-même est merveilleux. Eh bien, les artistes, dès le milieu du 19e siècle, ont l'intuition que la forêt est importante et que c'est un ensemble merveilleux avec un équilibre merveilleux, et c'est ce qu'ils nous disent, et c'est ce qu'on essaie d'exprimer dans cette section qui clôt l'exposition.
L'exposition, évidemment, Rich Cotentin et moi-même l'avons voulu comme une belle exposition. Une exposition dans laquelle on découvre des œuvres, parfois des pépites, des œuvres peu montrées. Donc une exposition en apparence d'histoire de l'art. En réalité, pour nous, elle était plus que cela. Elle était militante à 2 titres. Le premier, parce que nous avons voulu défendre la forêt et la nécessité de l'existence des forêts et de renoncer à une déforestation systématique. Et à cet égard, nous avons profité dans l'atrium de la grande rotonde immersive qui inaugure le parcours pour offrir tout l'extérieur de la rotonde au plus grand botaniste français, Francis Allais, lequel défend depuis quelques années le principe de la recréation de ce qu'on appelle une forêt primaire en Europe de l'Ouest. C'est un des aspects militants, je dirais, de l'exposition. Et puis le deuxième, qui est, je dirais, invisible pour le visiteur, mais que nous tenons malgré tout à faire savoir, c'est que nous sommes, après Expérience Colia, à la 2e exposition éco-conçue. Que veut dire une exposition éco-conçue? Bien, par exemple, très concrètement, c'est se fixer des objectifs très précis, quantifiés, qualifiés. Et par exemple, la scénographie que l'on a découverte dans cette exposition remploie à 65% la scénographie de l'exposition Expérience Colia. Voilà. Encore une fois, l'éco-conception ou le militantisme de la défense de la forêt n'est pas une finalité. Ce que l'on espère, et je crois que, en tout cas j'espère que nous avons réussi, c'est qu'au final, ce soit une exposition dans laquelle on éprouve quelque chose, dans laquelle on apprenne quelque chose, et c'est au final, finalement, le véritable objectif d'une exposition et d'un musée. Alors, ce qui m'a surpris dans l'exposition, justement, c'est l'exposition au global. C'est-à-dire que j'ai bien aimé cette approche très différente. C'est-à-dire qu'on a à la fois des vidéos, on a à la fois du son, on a des peintures, des sculptures. Et donc, j'ai trouvé que c'était très riche, très varié, alors qu'il n'y a entre guillemets qu'une 50aine d'œuvres, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, il y a une volonté de diversifier. Et après, j'ai été surpris aussi par l'approche des artistes qui est très très différente. On a des approches très précises. À la limite avec un regard très scientifique, et des approches beaucoup plus imagées, poétiques. C'est plutôt cette hétérogénéité et originalité qui m'a surpris.